On raconte qu'au XVIIe siècle, l'historien Ricardo Caro, recensant les habitudes des mères et de leurs enfants au sein de la péninsule ibérique, fut surpris d'y découvrir que pratiquement toutes les familles racontaient une histoire terrible à leurs enfants. Cette histoire était celle d'une terrible créature qui rôdait, dit-on, près des fenêtres au cœur de la nuit, tentant d'attirer l'attention de quelques grattements ou de sifflements. Parfois, le monstre entrait dans les domiciles, se cachant sous les lits et les armoires, attendant qu'un enfant espiègle ne s'aventure à proximité. Il s'emparait alors de sa proie, ne laissant aucune trace, sinon quelques marques laissées par d'énormes ongles. Personne ne parvenait à s'entendre sur l'apparence de la bête, qu'on surnommait El Coco. Toutefois, tous connaissaient la ritournelle que les mères chantaient à leurs enfants avant de les mettre au lit. Une chanson qui avait perduré, dit-on, depuis l'Antiquité. Dors, dors, mon enfant, car non loin dehors, le croque-mitaine attend son heure. Bonjour et bienvenue à cette lune du mois de septembre. Sabrina, comment ça va? Ça va bien, mais je suis en rémission d'une grosse amygdalite. Alors, vous excuserez ma voix un peu rauque pour ce podcast. Certains diront que ça fait des ASMR plus intenses quand ils nous Ça va me écoutent faire dans les oreilles. plaisir que vous écoutiez ça avant de vous coucher, si ça vous aide à dormir. Oui. En fait, parlant d'aider à dormir, Hein? ce soir, on a quelque chose de spécial. En fait, Hey, on... j'ai une confidence à te Oh, faire, d'ailleurs, Simon. oh, J'ai Sabrina. eu de la misère. En fait, hier, je voulais réviser mes choses et les vidéos de référence et les choses sur lesquelles je lisais, je trouvais que c'était trop épeurant avant de me coucher. Je n'avais pas le goût de rêver à ça. Fait que je me suis levée super tôt avec un café pour finaliser mes recherches avant le podcast. Voilà. Et ça, c'est fort, ça. Il n'y a aucun des monstres qui a fait ça à date. Et ça Ben, veut dire qu'on a quelque chose de spécial. De quoi on parle oui. aujourd'hui, Sabrina? Oui, on parle du croque-mitaine. Et Bonhomme 7 heures, donc qui sont très proches en fait. Et Le, ouais, c'est ça, une recherche là-dessus avant de te coucher, pas l'idéal. Je n'étais pas dans ce mood-là. le Voilà. croque-mitaine, le bonhomme 7 heures, le boogeyman, El Coco, toutes les dérivatives de ce monstre-là qui fait peur aux enfants. Ouais, que Euh, les adultes, en fait, vont faire à croire aussi pour ben oui, protéger les enfants de certains dangers. C'est pas mal ce qui les regroupe tous, mais vous allez voir, il y a toutes sortes de variantes complètement éclatées. Toi, Simon, commençons. Oh, vas-y. pour toi, ça représente quoi Bon, le le mitaine? croque-mitaine. Le boogeyman, le monstre du placard, ben, forcément, on doit le nom de notre show un peu à cette créature-là. C'est vrai. Mais pour moi, vraiment, je pense, euh, je pense que c'est peut-être le premier des monstres. Quand tu es enfant, puis tu connais pas le monde, la première fois que tu te réveilles la nuit, puis que la porte de ton garde-robe est ouverte, puis il fait noir dans ton garde-robe, et que tu te réalises que tu n'aimes pas ça. Ouais. Je pense que ça, c'est peut-être la première fascination pour un monstre qu'un être humain peut avoir. Et pour vrai, j'ai l'impression que le croque-mitaine est probablement à l'origine de beaucoup des créatures dont on a parlé jusqu'à maintenant dans l'émission, tant réelles qu'imaginaires, parce que tout finit par revêtir un peu le manteau du croque-mitaine quand on y appose une espèce de discours moral où on dit « Ah, il ne faut pas que tu fasses ça, sinon la créature va venir te manger. Oh, Toi, faut est-ce pas que que tu tes fasses ça. » parents te faisaient des histoires d'épouvante à ce sujet-là? Et il n'y avait pas besoin, moi, j'avais pas besoin de me faire peur, j'avais besoin d'être rassuré. Oh. J'étais très bon pour me faire mes propres histoires de peur. Ouais, Et ouais, pour ouais. toi, Sabrina? Pour moi, en fait, le bonhomme 7 heures, il y a plusieurs trucs. Premièrement, c'est le monstre que j'ai jamais réussi à imaginer quand j'étais enfant. Je Wow, n'étais pas OK. capable de mettre un visage ou une apparence sur lui, mais en même temps, c'est une légende que mes oncles me racontaient
plus en joke. Fait que c'était pas nécessairement un monstre qui faisait peur. Puis j'en ai un peu fait fi rapidement. J'ai toujours été un enfant qui n'a pas peur du noir, qui n'a pas peur qui a pas peur de l'aventure, mais qui a toujours été très prudente. Donc, j'ai jamais eu besoin de me faire dire Hey, le bonhomme 7 heures, si tu ne rentres pas à temps. Mes parents, c'était plus faire attention aux étrangers. T'sais. Fait que c'est comme un monstre qui n'avait pas de visage. Pendant longtemps, il n'y a pas eu de visage. Ça, c'était peur en soi. Oui, quand même. Quand même. D'ailleurs, 7 heures, ça me semble un peu tôt, moi, pour commencer à voir. Fait clair à 7 heures. Ouais, mais peut-être pas 7 heures le soir. Ça dépend dans quel coin du monde aussi. Oui, puis on va voir. Ça veut dire qu'il va falloir parler des coins du monde. Ça veut dire qu'il va falloir parler des origines. Les origines! Donc, au niveau étymologique, il va falloir parler de plusieurs choses. Oui. Il y a beaucoup de noms associés au croque-mitaine, mais commençons par les principaux, ceux qui nous intéressent. Oui, si tu permets, moi, j'irai avec les croque-mitaines francophones, si je peux dire. Donc, bonhomme 7 heures et croque-mitaine principalement. Je vais m'occuper à ce moment-là des boogeyman et des autres variations. Excellent. Alors, le bonhomme 7 heures, il y a plusieurs possibilités, évidemment. Il y en aurait 3. La première étant le bone setter, donc un ramancheur, qui, à l'époque, souvent, les familles faisaient venir un ramancheur à la maison. C'était moins cher que le médecin, pour replacer les os et le bruit des craquements d'ossements, ainsi que les cris de douleur des gens qui se font ramancher, faisaient peur aux enfants. Alors, certainement. Moi, c'est l'histoire que j'ai toujours entendue. On fait venir le bone setter qui te raboute, qui te ramanche, puis ça fait tellement de bruit que ça fait peur. Mais là, tu dis qu'il y a 2 autres origines possibles. Oui. Puis c'est là que c'est le fun parce que moi, c'est là que j'ai compris un peu le visuel de ce personnage-là qui est plus répandu. Donc, c'est aussi le bonhomme 7 heures, visuellement, aurait souvent une esthétique d'allumeur de lampadaire. Donc, dans les vieilles années, à Montréal, les allumeurs de lampadaire devaient le faire avant 19 heures. Alors, on parle d'un vieil homme avec un chapeau, et une cape et un sac. Dans certaines versions, il aurait du sable dans son sac et lancerait ça au visage des enfants. Et dans d'autres versions, il aurait des corps dans son sac. Alors, encore là, une petite version outrage du marchand de sable, peut-être? Mais je ne sais pas, parce que le sac, on va en parler, là, mais c'est très populaire. L'homme qui se promène avec un sac dans lequel il y a des gens, c'est vraiment une version très, très connue. Absolument. Et donc, bonhomme 7 heures pourrait être un dérivé de bone 7 heures, donc ramancheur, ou de baume 7 heures, donc on parle des baumes des lampadaires. Donc, on parle vraiment des années 1890 là, dans les rues de Montréal. Et il y aurait une version Boone 7 heures, donc pour ceux qui travaillaient dans les estacades là, au 19e, 20e siècle, c'est aussi ce qui aurait inspiré le personnage de Jack Frost qui a été créé, je crois, plus dans le bout de 2012. Jack Frost, c'est quand même récent, le méchant de ça. Donc, oui, voilà. On va en parler dans Culture, mais c'est un film. C'est des histoires dans lesquelles le boogeyman, c'est le méchant. Et dans certaines régions de France, on parle du bonhomme la nuit et couche 8 heures. C'est comme une variante un peu funky. Eux autres, ils ont 1 heure de plus, par exemple. Oui, c'est ça. Mais eux, dans le fond, ils font aussi référence aux responsables de fermer les éclairages dans les rues. Voilà. Donc, moi, je trouve ça intéressant de voir que cette image-là de la personne qui passe, puis qui allume, puis qui ferme les lumières. C'est logique. Ça veut dire, rentre chez toi, là, il va faire noir, tu sais. Donc, ce personnage-là, qui se voulait probablement très gentil, être le dernier dans les rues le soir, parce que les gens rentraient sûrement plus tôt à cette époque-là, ça peut être terrifiant. Voilà. Et pour ce qui est du croque-mitaine, quand même plusieurs possibilités, dépendamment des régions. J'ai trouvé ça bien intéressant. Oui, vas-y pour le croque-mitaine. Donc, en fait, le terme est formé de 2 mots, croque et mitaine. Donc, croque qui veut dire mordre, manger, ou crocher, donc attraper avec un croc. Okay. Et mitaine qui serait plus difficile à interpréter. Donc, on pourrait parler dans certains cas d'un dérivé de l'ancien français mythe qui veut dire chat, donc un mangeur de chat, dont le but serait de faire peur aux enfants. Hein?
ou mitaine, qui pourrait désigner un gant aux doigts coupés. Pour reprendre l'interprétation, ça pourrait être une patte de chat aux griffes rentrées. Ah. Et on peut parler aussi d'une suggestion d'un mangeur de doigts. Ah, mais moi, c'est ça que je pensais. Je pensais que c'était quand tu laissais traîner ta main sur le bord du lit, il pouvait te manger les doigts. À peu près. Oui et non, t'es pas loin. Dans certains cas, ce serait pour inciter les enfants à arrêter de sucer leurs pouces. Donc, tu vas te faire manger les doigts. Et dans certains cas, de pays un peu plus froids, ce serait pour justement prévenir les enfants de tout ce qui est engelure de doigts et de nez. Donc, on dit souvent que le croque-mitaine mange le nez et les doigts. Oui, voilà. Et dans d'autres, pour finir sur l'étymologie, il y aurait aussi parfois une référence à gifle, donc la main qui gifle, parce que évidemment, le croque-mitaine n'est pas super fin avec les enfants. Et finalement, dans une interprétation déformée de l'allemand, Marschen, ou du néerlandais Meisje, je m'excuse pour la prononciation, dans ces langues-là, ça voudrait dire simplement jeune fille. Donc, ce serait les mangeurs de jeunes filles, peut-être pour protéger les jeunes filles des étrangers, carrément. Donc, toutes sortes de bonnes raisons d'avoir peur et de vouloir rentrer de bonne heure le soir. Ben oui, puis j'en ai d'autres. Vas-y donc avant qu'on dérive sur oui, les parce que sortes. vous le savez peut-être pas, mais on va se faire un joyeux éventail de plein de variétés de boogeyman parce qu'à travers le monde, il y en a légion. Moi, il y en a vraiment beaucoup. Je me suis perdue dans la légion francophone du monstre. Je n'ai même pas checké le boogeyman. Je n'ai pas eu le temps parce que j'ai découvert tellement de versions de croque-mitaine intéressantes que je n'avais jamais entendu parler. J'étais complètement hypnotisée. Fait que je suis vraiment contente parce que Simon a fait plus sa recherche sur le boogeyman. On va se compléter, on va se rejoindre au centre. Ben c'est ça, on va se recouper parce qu'il y a beaucoup de ces légendes-là qui se ressemblent, spécialement en Europe et dans l'Occident en général. Pour presque tout le monde, le boogeyman ou la créature qui fait peur aux enfants, c'est un grand homme, souvent avec un sac. Des fois, on va l'appeler le sackman. Dans certains pays, c'est littéralement ce qu'on dit, le babaï, qui est la version un peu plus slave, qui ressemble étonnamment et peut-être pas coïncidentellement à Baba Yaga. C'est vrai, il y a beaucoup de parallèles avec ça. Exact. Et qui désigne le sac, qui désigne la personne qui se promène avec le sac, qui est un kidnappeur d'enfants, qui kidnappe les enfants. Le boogeyman, par contre, qu'est-ce que ça représente, le boogeyman? Ça vient du moyen anglais bugger ou boog, qui est vraiment la même origine que bug, qui est pour les insectes, qui signifie simplement frayeur ou cauchemar. Et donc, le boogeyman, c'est l'homme qui fait peur. C'est le monsieur pas beau. Et donc, le boogeyman, qui était aussi associé à certains types de gobelins, le hobgoblin spécifiquement, qui était un gobelin, on en a parlé dans notre épisode sur les fées, mais les gobelins, c'est des esprits de la nature. Le hobgoblin, c'est plus urbain, c'est plus proche de la maison. Il y a les variations en germanique, où on va parler d'un Schwarzmann, qui est un homme noir. Et avant, et là, je sais, on est en 2022. Oui, ça ne passerait plus aujourd'hui. L'esprit va immédiatement là, mais non, ce n'est pas une affaire de race, ce n'est pas parce qu'il était noir, c'est à cause de la nuit. Bon. Les autres très, très populaires, peut-être en termes de répartition à travers le globe, celui qui est le plus populaire en termes de boogeyman, c'est El Coco. El Coco. Mais qui est-ce? Je ne le connais pas. Eh bien, El Coco, c'est le boogeyman à la fois des hispanophones et des lusophones, donc qui vient à la fois de l'Espagne et du Portugal, de la péninsule ibérique, et celui, El Coco, c'est quoi? C'est la tête, donc c'est le crâne. On l'appelle le crâne, et c'est vraiment la même chose que El Coco va remplir toutes les fonctions pour faire peur aux enfants. Il va leur manger les doigts, il va les kidnapper, il va les amener dans la rivière parce que
encore une fois, il y a l'idée de l'eau qui revient. Il va les amener dans la nature, il va les amener dans la rivière. Et aussi, phénomène intéressant, étant donné que c'est le crâne, les petites lanternes qu'on allume, par exemple pour la Toussaint, pour l'Halloween, qui pour nous sont des jack-o'-lanterns, qui sont des citrouilles, mais au Portugal, ce sont des cocos. Ce sont des petites lanternes, souvent percées. Ça rapporte un peu au film quand tu penses à... Ben, quand tu penses à la fête des morts au Mexique, absolument, ça rapporte au film ben, de ça fit avec l'histoire aussi. Exactement. Et donc, El Coco, c'est à la fois un personnage de cauchemar, mais c'est aussi simplement le crâne, simplement l'espèce de squelette humain. Et donc, ça, c'est les plus populaires, mais il y en a légion de plusieurs places dans le monde. Mais on va commencer, je pense, histoire d'être structuré, là, on va commencer par les francophones, ceux qui viennent de la France. Mettons. Oui, et je tiens à dire qu'il y a, oui, France, mais pas les alentours, mais je tiens à dire qu'il y a généralement 2 patterns qui reviennent beaucoup. Soit il faut que les enfants reviennent avant que la tombée de la nuit, donc aie peur du noir et aie peur de l'eau et des puits. On y reviendra. Donc, moi, j'ai essayé de catégoriser tout ça. C'est comme les 2 trucs qui reviennent le plus. Donc, la peur de la nuit, la peur de la noyade. Voilà. Donc, on va en reparler de ça. Je vais en parler rapidos. Mais le père Fouettard est une forme de bonhomme 7 heures dans une version. Il y a plusieurs versions, bien sûr. C'est quoi le père Fouettard? Le père Fouettard, c'est un peu le bad cop du Père Noël. Le Père Noël, il est gentil, Saint-Nicolas, il donne des cadeaux aux enfants. Le Père Fouettard, lui, il n'est pas super cool, il est tabasse. Donc, entre autres choses, des fois, il leur donne du charbon à la place de des cadeaux. Bref, c'est un des bad cops du Père Noël, parce que le Krampus aussi l'est, mais on y reviendra un jour. Un jour. Donc, le Père Fouettard, dans certaines versions, est un boucher qui enlève les enfants en les enfermant dans un sac. Il y avait un baril rempli d'enfants décédés qui s'étaient réfugiés chez lui. Et Saint-Nicolas, étant un saint et étant un cool guy, a ressuscité ces enfants-là. Alors, ne vous inquiétez pas, ils vont bien. En tout cas, ils ont eu une belle vie. Mais après avoir ressuscité les enfants, il a fait « Toi, t'es pas fin! Viens être mon pas fin à moi! » Et là, il s'est mis à suivre le Père Noël et à être celui qui s'occupe des enfants pas sages. Donc, bien sûr, le but étant toujours que tes enfants t'écoutent, hein, dans les... Ouais, voilà. C'est ça. C'était pas juste du renforcement positif, ça prenait un peu de punition avec physique. De la peur. Ben, c'est parce que si tu as peur si ton enfant a peur, il n'osera pas. Voilà. Sinon, au niveau des cours d'eau et étangs, il y a toutes sortes de créatures, notamment la bérane, donc dans la région du Périgord, je crois. Oui. Qui est parfois appelée la bérane, parfois juste appelée la vieille, qui est une entité qui surgit hors de l'eau pour noyer les enfants, littéralement. Donc, elle se tient au bord des cours d'eau. La roumec, également, a un peu la même fonction, qui vient principalement de la vallée des Sénèves. Il y a une version où ce qu'ils l'appellent la barbe bleue, qui serait un fantôme effrayant ou ce que ça viendrait de quelqu'un qui rouspète ou rumine dans sa barbe. Ou Roumex, ça pourrait venir de ça. Sinon, ça pourrait vouloir dire ronce. Donc, il s'agirait d'une femme édentée qui pourrait prendre des apparences de pieuvre qui est toujours trouvable proche d'un point d'eau, toujours près d'un point d'eau. Parfois, il y a une version plus gentille de la Roumex qui serait une fée. Super gentille, en fait, qui pourrait prendre la forme qu'elle veut. Pas dangereuse du tout, elle se déplacerait en sautillant même, mais serait là pour un peu prévenir les enfants de la noyade. Donc, quand même, il y a des boogeymen qui ne sont pas si méchants. Exact, voilà. Ensuite, là, vous allez voir, ça entrecoupe un peu avec les Marie Blanche et Dame Blanche. Là. On a couvert le sujet dans un autre épisode. Oui. Il y aurait la Marie Groette, qui, dans le fond, Groette, ça veut dire fourche à dents recourbée, si on veut. Qui aurait, dans le fond, elle attirerait les enfants dans le fond de l'eau et elle aurait des pattes d'araignée et des longs doigts. C'est assez épeurant quand même. Ensuite, la tire-vieille ou Auvergnat. La tire-vieille serait, dans le fond, une vieille sorcière qu'il ne faut jamais regarder, qui attirerait les enfants dans le fond des puits. Il ne faut jamais la regarder, il ne faut pas t'approcher du puits. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient
de chute dans les pluies. Ah, ça, c'est Dans le temps. dangereusement proche du territoire SCP, ça, là. Ça commence Oui, 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 je commence à trouver que absolument. ça se rapproche. Hein. Donc, en Bourgogne, la mère Engueule, une femme qui habite les puits, les rivières et les points d'eau dangereux. Alors, on est encore dans une thématique, fais attention, les cours d'eau, pas te noyer. La mère Louisine, parfois appelée Mélusine, donc dans plusieurs régions, notamment Suspect, ça. Hein? C'est suspect, ça, cette connexion-là avec Mélusine dont on a parlé Ben, en deux fait, c'est fois que à l'émission. mère, je vais continuer mon sujet. Oui, Mère Louisine oui. est parfois appelée Mélusine, ce serait une vieille fée, mi-femme, mi-poisson. Donc, surtout dans la région de Dijon. Fait que l'apparence y est pour quelque chose, ça c'est certain. Il y a sûrement eu une inspiration quelque part. Ben, moi, je pense que Et, si Mélusine a persisté après son histoire, ce serait probablement ça qu'elle ferait à cette heure. ben, c'est ça. Sinon, l'Abérane, encore là, une créature qui se tient sur le bord des points d'eau et tout. Et le basilic a été. Il y a une version du basilic qui se tient sous les ponts, dans le fond de l'eau, puis qui appelle les enfants à chuter et à mourir noyés. Alors, c'est ça, les créatures de l'eau ont le dos large, mais c'est vraiment partie d'un culte de l'eau, en fait. Dans beaucoup de traditions mythologiques, de traditions orales, les puits symbolisent des passages vers l'au-delà, donc vers le monde des morts et parfois même vers l'enfer, littéralement. Fait que la petite fille du cercle, probablement de Bonhomme 7 heures, quand tu y penses. Très, très, très beaucoup, Bonhomme 7 heures, Ouais. Sadako de Ring. Aïe, aïe, j'avais jamais vu ça de même, mais oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec beaucoup des affaires que tu as dit. Partout dans le monde, il y a des figures qui, à la fois préviennent de la nuit et préviennent de l'eau. Souvent des figures masculines qui préviennent de la nuit, des figures féminines qui préviennent de l'eau, Oui, je c'est ça. trouve. Souvent, c'est ça que j'ai remarqué. La nuit, c'est souvent plus des. Oui, exactement. Figure masculine, la nuit, l'eau, mais souvent, l'eau est beaucoup associée à la féminité. Ben Euh, oui. donc, c'est drôle parce que souvent, les personnages, les deux grandes catégories coïncident. Puis, on peut aussi parler des lavandières de la nuit ou lavandières de la mort. Ça, c'est Oh! vraiment creepy. Encore là, on parle de femmes qui noient les enfants, mais dans certaines versions, ce sont des lavandières qui lavent les linceuls des nouveau-nés qu'elles auraient elles-mêmes noyés de leur vivant. Donc, ce seraient des criminels qui tuent les enfants. Mais il y a certaines versions où elles seraient en train de tordre ce qu'on pense être un linge, mais non, ce serait le corps d'un enfant. C'est vraiment épeurant. Là. Et il y a des versions un peu plus chouettes, je trouve, que c'est plus des lavandières qui laveraient les vêtements souillés de sang de guerriers tombés au combat. Oh, la Alors là, on est un peu Morrigan. plus dans des traditions différentes. Ouais. Mais bref, voilà, c'est ça. Il y a plein de visuels. Dans tous les cas, c'était peurant, puis c'était bien en blanc. Hein? Et Ben, c'est habillé en blanc quand c'est les lavandières, je comprends, mais la plupart dans le monde, la plupart des bonhommes 7 heures, ils sont habillés en noir avec un chapeau. avec un Puis souvent, ils chapeau, sont puis ils ont vieux. de l'air justement de ceux qui allument Les lampadaires. C'est les ça, il y a comme lampadaires. deux visuels quand même. Mais ça nous ramène aussi quand on parlait des dames blanches et tout. Là, il y a plein de versions. Puis souvent, on parle d'une femme qui cherche son enfant qui est mort de la noyade ou une femme qui a noyé ses enfants. Fait que c'est qu'on est quand même, on revient un peu là-dedans. Ben oui, c'est une Euh, thématique qui revient très, très souvent. T'en as-tu d'autres? voilà. Ben, en fait, je change complètement d'esthétique parce que mon préféré vient de Gascogne, Oh. principalement. On l'appelle le Cam Cruise ou jambe crue. Il s'agit d'un pied nu avec un œil au milieu du genou qui se promène la nuit pour dévorer les enfants. C'est, on dirait un yokai, mais pas fait à partir d'un objet. Un yokai juste fait à partir d'une jambe. Il est terrifiant et les représentations visuelles là, sont fabuleuses. Moi, vraiment, là, je le trouve bien cool, mais en même temps, c'était peurant. Ben Euh, oui, ça le fait, là, je le feel. Oui, ouais, ouais. Fait que c'est ça. Puis il y a plein de contes là, qui sont inspirés de ce monstre-là qui je ne connaissais pas avant de faire mes recherches pour l'émission. C'est vraiment très cool. Voilà. Ah, ça me sidère parce que vraiment, oui, souvent, ce sont des figures masculines avec des sacs qui kidnappent des enfants ou des figures féminines du bord d'une rivière qui noient des enfants, mais il y a aussi des affaires complètement autres, comme des jambes avec un Hey, œil. c'est ça, c'est complètement fou. Le Cam Cruise, c'est wow. Je J'ai n'y attendais pas. j'ai quelques choses qui nous viennent de l'international aussi.
Bon, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans la nomenclature des croque-mitaines, etc. Mais une des choses qui est souvent là, c'est que c'est que c'est des gens qui ont, ou des créatures qui sont comme des humains, mais difformes, avec des difformités ou des blessures. Euh, Entre autres, en Égypte, on parle d'un homme dont les jambes auraient été brûlées à l'enfance et qui se venge maintenant en mangeant celles des enfants. Donc, c'est vraiment un focus jambes ici. Euh, Oh! il y a des variantes féminines, encore une fois associées à l'eau, le Madar Ial en Afghanistan et Madame Koi Koi au Ghana. Et Madame Koi Koi est spécifique, elle a son terrain de chasse, ce sont les écoles et les toilettes. Oh! Et Ah! elle va vous absorber par le siège de la toilette. Hein? C'est ça De quel coin, ça? au Ghana, en Afrique. Et Ah! c'est présent dans plusieurs pays autour du Ghana, cette même créature-là qui, elle, a pour but que les enfants arrêtent de sécher l'école. Ah Allez à ouais! l'école parce que Madame Koikoi, elle traîne autour puis elle va vous prendre. Puis ne prenez pas un long break aux toilettes parce que Madame Koikoi, elle va venir vous prendre. Moi, j'avais entendu parler au Sénégal de Mami Wata, Maman Wata, qui serait plus une genre de divinité. Là, je dis divinité, je mets des gros guillemets ici, je me souviens plus. Mais ce serait une femme qui attirerait les gens dans l'eau, qui les amènerait dans une espèce de monde paradisiaque où elle leur ferait vivre une transformation spirituelle, puis après ça, les renverrait les vêtements complètement secs sur la rive. C'est complètement fou. Hein? Mais ça, Ouais. c'est pas une boogeyman, ça, c'est vraiment, Ouais. elle fait C'est vraiment une mythologique bonne job. drôle, là. Ouais. Ouais. Ah, wow! Ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, donc, c'est ça. Donc, des créatures qui attaquent les enfants ou qui s'en prennent aux enfants s'ils ne font pas ce que leurs parents attendent d'eux. Bien sûr, des fois, c'est très spécifique et des fois, c'est très gore, comme tu l'as mentionné. Ouais. Entre autres, une autre bébite qui vient du Périgord, qui est le Père Michel l'égorgeur. Oh, euh, tabarouette, ça qui, sonne gentil, ça. ben, non seulement ça sonne gentil, mais tu vas comprendre c'est quoi quand je vais dire qu'il vise spécifiquement les filles de 13 ans. Oh my God. C'est comme c'est très ciblé son affaire. Là. Euh, il y a au Japon, on a parlé déjà de plusieurs variations de boogeyman, entre autres les Yamauba qui vivent dans les montagnes, qui kidnappent les gens qui s'y aventurent, qui sont des espèces de grandes sorcières. Mais Ouais, il y a ouais. aussi le phénomène du kamikakushi, euh, qui est simplement les gens ont été emportés par les dieux. Et si vous avez déjà entendu ce nom-là, Kamikakushi, eh bien, c'est parce que c'est dans le titre de Spirited Away en Japon, Sento no Chihiro no Kamikakushi, qui est l'enlèvement, Oh, wow. OK, la disparition de. OK, le titre est quand même long en japonais. Oui, c'est un Wow. phénomène. En fait, la traduction, ce serait comme comment Chihiro a été kidnappé par les esprits. OK, quand même. C'est. Belle interprétation libre, j'aime ça. Et donc, c'est pas juste une créature, mais c'est vraiment un phénomène. Cette personne-là a été enlevée par les dieux ou par les esprits et présentement dans un autre monde. Ça ressemble un peu à ce qu'on disait à propos des fées. Ouais, Euh, ouais, ouais. C'est les fées, puis ouais, les yokai ont quand même beaucoup de points communs. euh, il y a des créatures qui sont complètement inhumaines. Au Vietnam, on a le Ong Babi, qui est une créature avec 9 longs fouets et 12 yeux. Hey! Qui se promènent et qui fouettent les enfants qui s'aventurent trop tard. En Albanie, il y a Bouba, Gogol et Lubia, qui sont respectivement un serpent, un géant et une hydre, qui ont tous la fonction de dévorer les enfants qui ne font pas leur affaire. Et ils s'attaquent à certains types de. Ils sont associés à certaines transgressions. Quand même, la méchante escouade de la nuit. Et oui, c'est l'escouade des dévoreurs d'enfants. Ouais, Au, c'est ça. Nép- Au Népal, les Haogoji sont des grands singes qui kidnappent et amènent les enfants dans les montagnes, probablement pour les dévorer. Et on peut aussi considérer que le grand méchant loup des contes de Grimm pourrait Ouais. rentrer dans le domaine des Ben, boogeyman. le grand méchant loup, oui, parce que c'est un peu l'espèce d'avatar de l'inconnu à qui il ne faut pas que tu parles ou la personne qui va t'embusquer dans les bois. Donc, absolument. Exactement. Et en fait, je vais en reparler dans la culture, mais les frères Grimm ont vraiment, vraiment popularisé l'image
du croque-mitaine, avec le grand méchant loup, mais aussi avec la vilaine sorcière qui attire les enfants, qui a des fois une maison faite en bonbons. Hansel et Gretel, là, ouais, c'est ça. Exact, c'est ça. C'est l'étranger invitant qui va finir par te manger, qui va finir par te kidnapper. Hey, quand même, hein, quel éventail, quelle belle brochette de monstres. On en a Une, plein. une belle brochette de monstres. Je pense qu'on n'avait pas eu autant depuis les yokai. Mais maintenant, moi, j'aurais comme le goût qu'on parle du pourquoi. J'aurais le goût qu'on parle de la science. C'est un peu difficile parce que le Boogeyman a cette particularité que la moitié des personnes qui racontent, les gens qui racontent l'histoire du Boogeyman savent qu'il est faux. Mais les gens qui entendent l'histoire du Boogeyman ne le savent pas et pensent qu'il est vrai. Et donc, cette dichotomie-là qui existe entre le narrateur qui connaît la supercherie et l'auditoire qui ne le sait pas, le public qui peut être complètement pris par ça, c'est un phénomène qu'on retrouve je veux dire dans plusieurs cultures, mais c'est universel à l'humanité. N'importe qui a déjà raconté un mensonge le sait, mais ça provoque ce qu'on appelle aussi l'effet boogeyman. Alors, ben. Oui, en 2012, le American Journal of Science a publié un article spécifiquement sur le cas de Osama Bin Laden. Quel lien entre Osama Bin Laden et le boogeyman? Eh bien, c'est peut-être que vous le sentez venir. Pendant plus d'une décennie, cet homme a été le boogeyman de l'Amérique. Il est devenu responsable non seulement des attaques du 11 septembre, mais d'à peu près toute forme de criminalité à saveur terroriste. On essayait de faire un lien avec Osama Bin Laden. Et donc, il y a des psychologues qui se sont posé la question, des sociologues qui se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'on essaye d'associer tout à lui alors qu'il essaye probablement juste de se cacher et de survivre. L'histoire nous apprendra par la suite qu'il était en isolement presque complet suite aux attaques du 11 septembre, mais il est devenu le bouc émissaire de l'Amérique et du monde. Et de façon plus large, le terme, dans les années 2000, je ne sais pas si vous vous rappelez, après le 11 septembre, le terme terroriste est devenu presque, je ne veux pas dire tabou parce qu'on l'utilisait tout le temps, mais il est devenu universel. On s'est mis à l'utiliser. C'est comme un boogeyman de population, en fait, quand on se pense à ça. Exactement. Ah, ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet boogeyman. Et c'est comment on définit ça dans l'article? Ils décrivent ça comme cet effet, cette tendance qu'on a à essayer d'expliquer des problèmes complexes en les associant à des causes simples et surtout à des individus. On va surtout essayer de les associer à des personnes. On va dire cette personne est le responsable. Il y a certains sociologues qui disent que c'est un malencontreux effet de notre système de justice où on essaie de mettre l'imputabilité sur quelqu'un à tout prix. On cherche un coupable, c'est ça. On cherche un coupable. Ouais. Et du côté psychologique, donc du côté sociologique, ce serait un peu à cause de notre façon de concevoir la justice, mais du côté psychologique, ils disent, mais il y a aussi dans cet effet-là, il y a une tentative de reprendre le contrôle sur quelque chose qui nous fait peur. Alors, souvent, on associe le boogeyman à la peur. On dit, le boogeyman, c'est la source de la peur, mais il y a beaucoup de psychologues qui disent non, le boogeyman, c'est une façon qu'on a de la définir, d'y donner un cadre. Parce que le boogeyman, c'est jamais universel. C'est toujours, tu vas te faire attaquer si tu contreviens à telle chose ou si tu te promènes dehors après telle heure. Il y a toujours un cadre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah! Et donc, l'effet boogeyman, c'est pour essayer de donner un cadre à ce qui nous a traumatisé, à ce qui nous a fait mal, à ce qui nous a fait peur, de dire, OK, si je ne fais pas cette chose, ça ne nous attaquera pas. Comme si on n'essaye jamais si je ne m'en vais pas dans cette direction, je ne serai pas blessé. Et ça existe à niveau psychologique individuel et ça existe au niveau psychologique social, où la société se donne des airs d'aller et dire, OK, ça, c'est le boogeyman. Ça, c'est la raison, la cause pour laquelle
euh, par exemple, il y a de la violence. Je vais utiliser cet exemple-là parce que c'est l'exemple qui était cité dans l'article. C'est la violence qui est associée aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on sait que c'est grossier, c'est une explication extrêmement simpliste. Ouais, ils ont fait ça aussi avec la musique métal. Avec la T'sais. musique métal, avec les films d'horreur, avec le Avec rock and la musique roll. swing dans le Oui! temps. C'était Et, et, danser après 11 heures, c'était la musique du yob. Écoute. et plutôt que d'y voir une tendance, les gens y voyaient une cause. Les personnes sont violentes à cause de la musique métal. Les personnes sont violentes à cause des jeux vidéo. Et donc, le jeu vidéo, la musique métal, tout ça, tous ces boucs émissaires-là sont devenus des boogeyman. Ils sont devenus Wow! et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça l'effet boogeyman. Je pense que la recherche n'est pas encore terminée, alors ce n'est pas un terme qui est franchement établi. Euh, et pour savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on a tendance à faire ça, bon, il y a l'affaire du système de justice, mais aussi parce que le fait de créer des croque-mitaines, ça nous permet de reprendre le contrôle sur notre vie. C'est un outil. La mise en scène, en général, c'est l'histoire, c'est une façon de structurer notre société. Et puis ça sécurise aussi les gens, C'est j'imagine. ça. C'est la dernière chose, c'est que l'histoire, le fait d'écouter une histoire de croque-mitaine ou le fait qu'il y ait un croque-mitaine identifiable avec des règles, les règles qu'on est capable de citer, c'est très réconfortant pour une certaine partie de la population. Pour d'autres, c'est complètement terrifiant. Mais pour une certaine partie de la population, c'est très réconfortant de savoir, OK, si je ne fais pas ça, je vais être correct. Et le fait Aussi de savoir c'est qui l'ennemi, c'est qui la personne malfaisante pour peut-être. Ça doit rassembler, en fait, les gens aussi. Tu sais, comme quand on a Exact. parlé du diable, le diable qui était le bad guy par excellence de tout ce qui est religieux, ben, c'était un peu de rassembler une communauté contre un même ennemi. Tu sais. Exact. Et on fait ça très, très facilement, l'être humain, Ah ouais. de se rassembler contre celle-là. Hey, cette personne-là, là, c'est à cause de lui que tout va mal. Ou cette gang-là, c'est eux autres, ils foutent le trouble tout le temps. Et il y a aussi quelque chose dans le fait d'écouter une histoire. Une histoire, c'est comme une simulation dans nos têtes, parce qu'on la voit, on la vit, spécialement quand on est un enfant. Mais c'est une simulation euh, sécuritaire. On peut vivre, on peut avoir peur, mais on ne sera pas blessé. Et donc, il y a une espèce de répétition pour nous. C'est une espèce au sens théâtral. C'est comme si on C'est un se peu faisait comme une un répétition. test, ouais, c'est ça, un test de vie. Là. Ouais, Exact. Donc, c'est vraiment comme si on anticipait le danger, ouais. on le présente, mais en même temps, on fait les Simulation apprentissages. de danger. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est probablement pour ça qu'on a inventé les croque-mitaines, que partout dans le monde, les parents inventent des croque-mitaines. De un, parce qu'ils ne veulent pas s'attribuer la responsabilité de, de la règle, parce qu'ensuite, tu vas être obligé d'expliquer pourquoi tu as mis la règle, puis ensuite, ça va être pourquoi, puis pourquoi, puis pourquoi. Fait que si tu dis, non, c'est une bébête, c'est un monstre, il va venir te kidnapper, c'est pas moi qui fais les règles. Ça règle la question. Ça Ouais. règle la question. Ça sème la peur, puis l'enfant ne s'essaye pas. Mm. C'est ça. Et d'une autre part, c'est quelque chose qui est beaucoup plus structurant parce que ça peut rassembler tout le Ouais, monde ben, tu ensemble. sais, autant la femme associée à l'eau que l'homme associé aux allumeurs et aux éteigneurs de lampadaires. Je veux dire, tous les enfants qui ont été kidnappés dans la nuit peuvent être regroupés là-dedans, au même titre que tous les enfants qui sont morts de la noyade peuvent être regroupés dans l'autre catégorie. Tu sais, Et je suis c'est pas ça. mal, je suis pas mal sûr que à peu près à notre époque, c'est plus du domaine de la fiction. Ça arrive encore, mais c'est plus du domaine de la fiction. Mais à une certaine époque, c'était probablement quelque chose qui arrivait euh, à chaque année, là, que un enfant meure dans la rivière ou qu'il Oui, disparaisse pendant oui, une c'était nuit. vraiment un problème fréquent. Les enfants qui meurent tombés dans un puits, là, ça a été extrêmement fréquent. Là. C'est probablement aussi ce qui a créé la légende. C'est va pas dans le puits, il va pas sur le bord du puits, il va pas jouer là, grimpe pas là. Tu sais, that's it. C'est ça. Fait que Ouais, ouais. quand tu veux avertir le monde et tu veux qu'ils comprennent, tu mets une bébête. Le Ouais, c'est monstre va ça. dire approche-toi pas. C'est le bouncer. Ouais. Wow. Et ça, c'est une des choses que je trouvais intéressantes à propos c'est ça, l'effet boogeyman. C'est super chouette. Ah, puis une autre petite chose, ben, plus proche de la science, mais pas tant que ça. On parlait de tout ce qui est étendue d'eau et créatures associées à l'eau. Euh,
il y a un rite de passage chez les Morlaïchens qui regroupe notamment l'homme de Grosbal, donc dans les tourbières. Là, j'ai oublié, c'était où? Zut. En sacrifiant des gens aux tourbières, on les sacrifiait dans l'au-delà, donc c'était un passage direct vers les dieux parfois, vers les enfers parfois. Et ces corps-là, dans les rizières, se momifiaient, ben, je vais dire momifiés, là, mais il était préservé par une momie vaseuse humide. Là. Et le corps, à un moment donné, refait surface. Et il y a certains corps qui ont été trouvés, là, qui sont maintenant exposés dans les musées. Donc, peut-être que cette sorcière laide associée à l'eau prendrait image de ça, possiblement. Oh, ça n'a pas dû nuire. En tout cas, moi, si je me promenais à côté d'un marais puis que soudainement, je voyais un corps momifié qui sortait de l'eau, je pense que j'y penserais à deux fois. Ce que j'avais lu, c'était un homme qui avait essayé de tirer une racine de la vase au bord de l'eau qui s'est avérée être une épaule d'une personne décédée. Là, mais il n'y a pas que les phénomènes naturels de momification qui font peur aux enfants parce que depuis tout le temps, on en parle dans la culture. La culture, ben le croque-mitaine, c'est essentiellement un monstre de culture parce que c'est vraiment une histoire qu'on se raconte et qu'on passe de génération en génération. Et je pense que c'est un des monstres qui a le plus d'apparences différentes pour représenter la même chose. En termes de culture, si je témoigne par les films, les séries, notamment si on pense à L'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui. Le croque-mitaine, c'est Oogie le boogeyman, Oogie Boogie, qui est un sac, mais on voit toutes sortes de significations. C'est un sac qui contient plein d'insectes. Oui, c'est une tête d'oreiller, en fait. Une tête d'oreiller, mais tu sais, en forme de... Tu sais, il y a quand même une référence au sac que le boogeyman transportait. Mais oui. Et plus récemment, là, moi, j'ai réalisé quelque chose dans Stranger Things, la dernière saison. C'est le pire bonhomme 7 heures. Ben oui, il vient même avec son horloge. Et il craque les os des gens. Oui! Il craque les os des gens. C'est terrifiant. Je ne l'aurais jamais vu si tu ne me l'avais pas dit juste maintenant. Je pense que c'est la représentation du bonhomme 7 heures la plus terrifiante que j'ai vue de ma vie. Honnêtement, très bon. Magnifique. Dans la 4e saison, Vecna, le méchant de un bonhomme 7 heures, 100%. Ah oui, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai. Puis il te fait plonger dans tes cauchemars, puis c'est ça qui te tue. Ça regroupe toutes les pires choses de tous les bonhommes 7 heures, Boogeyman et compagnie que tu peux retrouver. C'est hallucinant. Et l'horloge aussi qui est très présente, donc ça fait. Mais oui, là, le temps est très, très fort. Ah oui, c'est incroyable. Les croque-mitaines, les bonhommes 7 heures, bon, ça existe depuis très, très, très longtemps, bien sûr. Déjà, on en parlait Cervantes en parlait dans Don Quichotte au 15e siècle. Mais bien sûr, et comme la majorité des monstres dont on a parlé, ça devient de plus en plus populaire avec l'imprimerie. Pourquoi avec l'imprimerie? Parce qu'avec l'imprimerie, vous pouvez faire des petites images que vous envoyez aux enfants à la maison et ça peut leur faire peur live. Une des choses qui est ressortie, j'en ai pas beaucoup parlé, moi, au début de cette émission-là. Je pensais que j'en parlerais plus, mais on va peut-être se faire une émission sur elle. Dès le 17e siècle, on commence à avoir des loupki. Des loupki, c'est la version plurielle d'un loombook. Et un loombook, c'est une petite illustration sur bois. On en a eu plusieurs qui mettaient en scène Baba Yaga. Et c'était un personnage qui était déjà établi. Ça n'a pas été inventé à ce moment-là. Mais Baba Yaga, c'était déjà une figure folklorique extrêmement populaire en Russie, mais dans les pays slaves en général. Et si vous ne connaissez pas Baba Yaga, c'est une vieille sorcière, elle vit au fond des bois, elle vole sur sa baratte à beurre et elle habite dans une maison sur des pattes de poulet. Et c'est généralement considéré comme... C'est pas juste une sorcière. Là. Elle mange des enfants. Elle mange des enfants. Ouais. Quelquefois, elle aide. Quelquefois, elle est bénéfique ou quelquefois, elle est absolument maléfique. Mais c'est une créature quasiment toute puissante dans le folklore slave. Et on la représente dans ces petits loupki, ces petites illustrations, dans plusieurs situations. On la voit dansante avec un homme avec une cornemuse. On la voit en train d'affronter un crocodile. Alors, Baba Yaga versus Gator, qu'est-ce qui gagne?
C'est sans critique. Incroyable. Puis, bon, on a représenté... j'ai parlé des frères Grimm. Les frères Grimm ont mis en scène beaucoup il y en a presque dans chacune de leurs fables, en fait, parce que les contes des frères Grimm sont essentiellement des contes qui ont pour but d'être des mises en garde. Et le Croque-Mitaine, c'est ça. C'est une mise en garde. C'est contre les enfants de ne pas faire... Ah, puis les contes originaux ne sont pas jolis. C'est quand même assez effrayant. C'est gore. Et quand le monde se fait manger, ils se font manger. Quand le monde se font rôtir dans un poêle, ils se font rôtir dans un poêle. Dans la vraie version d'Hansel et Gretel, je crois que Hansel et Gretel mangent la sorcière à la fin. La cuisent et la mangent dans une des versions. Je ne sais pas si c'est celle des frères Grimm, mais whoopalaï. Donc, c'est ça, c'est la version... Pas juste la tuer dans le four, là, il y a bouffe. C'est quelque chose. Je n'ai peux ni confirmer ni infirmer ces informations, mais ça vient de me rendre mais c'est une des versions qui existe. À savoir si c'est celle des frères Grimm, je ne suis pas certaine, mais ça serait leur genre quand même. Ensuite, le boogeyman va devenir, ou le croque-mitaine va prendre une grande ampleur, spécialement avec la littérature d'horreur. Mais je pense que l'auteur qui l'a mis en scène le plus souvent et sous le plus de formes différentes, c'est Stephen King. Et sa forme la plus connue, c'est It. Le ça. Vous savez, c'est qui? On le voit sous les traits de Pennywise, le clown. Le clown avec l'habit jaune et la petite ballonne rouge. Oui, le petit ballon. C'est important, le petit ballon. Petit ballon. Et qui est littéralement le croque-mitaine, parce que c'est littéralement quelqu'un qui va s'emparer des enfants, qui va croquer des enfants, des fois littéralement, et qui va les amener dans l'eau. Il a des dents pour croquer les enfants. Hein, exact. Et il va les amener dans l'eau, il va les amener dans les égouts, et il se nourrit de la peur. C'est littéralement le croque-mitaine. Maintenant, il y en a eu d'autres. Il y a eu El Coco qui a été représenté dans The Outsider que Stephen King a écrit en 2018. Des fois, c'est un peu difficile de garder la trace de tout ce que Stephen King écrit parce qu'il en écrit beaucoup, le bonhomme. Aussi, depuis les années 70, il y a un nouveau type de boogeyman qui fait son apparition sur les écrans. On pourrait dire que tous les monstres jamais représentés étaient des sortes de boogeyman à l'écran, mais vraiment, avec l'apparition du slasher, avec Halloween de John Carpenter, qui va être suivi de Nightmare on Elm Street et de Friday the 13th, donc Halloween et Vendredi 13, qui vont devenir l'origine des slashers. Et le slasher, ça, c'est un boogeyman pour les temps modernes, les années 70, parce que c'était essentiellement des punitions pour des actes répréhensibles et moralement répréhensibles selon la société. C'est plus des adolescents que des enfants, mais... en même temps, quand tu regardes certains films d'horreur, il y a des inspirations directes, entre autres le Pacte du silence. Tu sais qu'il y a le méchant a un crochet et il tue les gens qui ont menti. Donc, on parle d'un peu une version... tueur, boogeyman aussi. Là, oui, c'est ça. Sinon, si on pense à Freddy, même chose, qui tue les gens dans leur cauchemar. Il tue les gens dans leur cauchemar qui était de sa vie un tueur d'enfants. C'était qui a été brûlé, donc avec la même affaire que le gars en Égypte. Et donc, c'est des variations sur ce thème-là des tueurs d'enfants, des kidnappeurs d'enfants. Et il y a aussi une affaire, et ça, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, j'aurais dû le faire avant, je n'y ai pas pensé. Il y a quelque chose qui est un trait, et ça, je pense que c'est un trait qui est particulier au boogeyman. Okay. Et ça revient très souvent. Dans plusieurs cultures, le boogeyman vient qu'une chanson. Les comptines lugubres de boogeyman, il y en a beaucoup. Il y en a sur Baba Yaga, il y en a sur Freddy. Freddy, dans Nightmare on Elm Street, le croque-mitaine, il y en a plusieurs. Dans les vieilles chansons françaises, il y en a plusieurs aussi. Oui. Alors, c'est vrai, hein? Ça fit avec les enfants qu'on avertit le soir avant de se coucher. Oui, et imaginez, vous essayez de les avertir et vous leur donnez une ritournelle, vous leur donnez une chanson qu'ils doivent se répéter à eux-mêmes. Hey, tu me rappelles la berceuse de Passe-Partout, là, en créole. Oh oui! Pas dodo, crame la va manger. Mais oui, absolument! C'est une variation sur un truc de croque-mitaine. Sinon, bonhomme 7 heures va te manger, bonne nuit, dors bien. C'est drôle. Ça. C'est ça, tu sais. C'est sweet quand tu l'entends, quand tu comprends, c'est comme c'est moins sweet. C'est plus gore. Et donc, c'est ça. Et c'est une caractéristique
qui culturellement laissent des traces. Il y a des artistes qui ont repris des chansons traditionnellement associées à des croque-mitaines et qui en ont fait des versions métal, des versions... et donc, cette chanson-là, la comptine du croque-mitaine, je vais l'appeler comme ça, même si ça s'applique à plein de choses à travers le monde, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans la culture à cause des enfants, parce que les enfants vont chanter des comptines. Ouais, oh wow, c'est fou pareil. Moi, une des représentations qui pourrait rentrer dans la catégorie des bonhommes 7 heures qui m'a fait le plus peur dans plus les séries modernes, c'est dans The Haunting of Hill House. Ah oui, mais ça, cette série-là en particulier, on l'a déjà mentionné dans l'émission, mais cette série-là en particulier... Il y a un homme flottant avec une grande canne, puis il y a une scène où les enfants sont cachés en dessous du lit, puis tu l'entends juste marcher, tu entends juste le bruit de la canne, puis tu es comme, il va venir me chercher en dessous du lit. Ah, ça m'a tellement fait peur, là, ce monstre-là. Là. Ça donne fou dans le dos. Si j'aime, en tout cas, si vous n'avez pas vu The Haunting of Hill House, puis vous êtes à la recherche de sensation forte. Ouais, c'est ce qui s'est fait de mieux dans l'horreur psychologique des dernières années. Mike Flanagan, réalisateur, suivez-le, il fait des excellentes affaires. C'est fabuleux. Moi, j'ai adoré et j'ai été terrifiée, tout ça à la fois. C'est à ça que ça sert, les histoires d'épouvante aussi. Ça sert à se sécuriser en disant « Ah, c'est pas vrai! » Mais il faut être prudent. Il faut être prudent parce que d'un coup... Oui, tout à fait. Et c'est pas vraiment un boogeyman, mais il faut que j'en parle parce qu'il s'est quand même attribué le titre de Baba Yaga. Il s'agit de Keanu Reeves sur les traits de John Wick. Ouais, c'est vrai! Oh, wow! Qui est la hantise des criminels à travers le monde. C'est chouette, ça. J'ai bien aimé ça. Eh bien oui, c'est celui qu'on envoie pour tuer le croque-mitaine, c'est John Wick. Ouais. C'est ça. Sinon, on s'est rendu à nos recommandations. Moi, j'ai 2 recommandations. J'en ai une pour les poules mouillées. J'en ai une pour les sensations fortes gamer vintage. On va dire ça comme ça. Donc, pour les poules mouillées, ceux qui ont besoin de se réconforter peut-être après cette émission-ci ou qui ne voudraient juste pas aller dans l'horreur, je vous conseille Monster Inc. Donc, Monster Inc., bien sûr, si vous ne l'avez pas vu, qui est un film de Pixar qui raconte l'histoire des monstres qui ont pour travail de faire peur aux enfants parce qu'au final, leur travail, c'est de les protéger en leur faisant peur pour qu'ils soient méfiants. Et vraiment, un gros coup de cœur dans mes films d'animation. Donc, c'était quand même sur le thème du croque-mitaine. C'est exactement sur le thème. C'est peut-être le plus sur le thème des films qu'on peut trouver. Oui, et j'adore comment ils ont imaginé un bureau de monstres. Vraiment un bureau de travail là, avec des ordinateurs et tout, le classique, mélangé avec le fait qu'ils voyagent dans le monde des enfants pour leur faire peur. C'est fabuleux. Et pour ceux qui veulent vivre sensations fortes, je vous recommande de jouer au moins une fois dans votre vie à Slenderman parce que c'est un pas pire croque-mitaine. Slenderman, plus dans la thématique « Aventure-toi pas dans les bois tout seul », mais on est quand même dans un domaine connexe d'un monstre qui fait peur. Et ça a été fait avec des bouts de ficelle, ce jeu vidéo-là. C'est vraiment tout pixelisé, pas tant... Tu sais, le graphisme n'est pas impressionnant, mais le jeu, la façon de jouer, c'est tellement stressant. Pour vrai, vous allez avoir froid dans le dos. Moi, j'ai adoré. Puis c'est ça. Fait que, petite recommandation de jeu vidéo, il faut bien de temps en temps. C'est une excellente idée de parler du Slenderman dans le cadre du Boogeyman ou du Croque-Mitaine parce que c'est vraiment ça qu'il est. Mais comme il est très moderne, il appartient à sa propre rubrique. En fait, je pense qu'on va en parler des monstres plus modernes, ça s'en vient. Oui, on pourrait, mais c'est ça, il est apparu, je ne sais pas quelle année, mais quand même vraiment récemment, là, dans les années 2000. Oui, et puis on sait qui c'est qui l'a créé. Il y a même il y a des interviews qui existent avec le gars. Oui, mais quel personnage génial, je trouve. Voilà. Et toi, Simon? Eh bien, moi, j'ai... OK, hear me out. OK, c'est pas... Je t'écoute. C'est pas un film de croque-mitaine, mais quand on y pense, c'est exactement une histoire de croque-mitaine. C'est exactement ça pourrait être littéralement un conte de Grimm. Et c'est Labyrinthe de Jim Henson, avec David Bowie dans le rôle du prince des gobelins. D'accord? Oh, what? OK, attends, j'attends les... Mais c'est... OK, rappelez-vous du début du film, OK? C'est une fille qui doit garder son petit frère, et son petit frère, qui est un bébé,
il pleure toute la nuit et elle dit « J'aimerais donc ça que tu disparaisses. » Et c'est ça qui arrive. Le David Bowie va kidnapper le bébé et l'amener dans son château au-delà du labyrinthe parce qu'elle a souhaité la disparition de son petit frère. Donc, elle a commis Ah. un impair moral et il y a eu un kidnapping d'enfants et voilà. Et maintenant, le film commence comme ça. C'est vrai, c'est comme un peu d'aller affronter le croque-mitaine parce que tu regrettes d'avoir dit ça, tu sais. Ah, wow! Oui! Vous devez savoir aussi que le croque-mitaine, dans plusieurs légendes, est capable de sentir la culpabilité, qui est capable de sentir les Il remords. sent la peur! Voilà. Yes! Alors voilà, c'est Voilà! Hey, l'histoire quelle du croque-mitaine. émission! Ça fait changement, je trouve, de tout ce qu'on a couvert jusqu'à présent. C'est le fun. Mais moi, je suis vraiment content qu'on ait pu en parler parce qu'on s'appelle les monstres dans le placard. Il faut bien qu'on parle du fameux placard à un moment donné. Ben, c'est ça, ben, c'est de là qu'il vient. Voilà, le Mais phénomène. là, par contre, là, on était dans le domaine d'un monstre fictif, qu'on sait fictif. Mais la prochaine fois, je pense qu'on va parler de quelque chose qui est beaucoup, beaucoup moins fictif, qui est beaucoup plus réel. Parce que le monstre le plus réel, tu sais, l'homme est un loup pour l'homme, et on va parler davantage des tueurs en série. Donc, des monstres tueurs qui sont en réalité des humains. Donc, les tueurs en série, le true crime pour le mois d'octobre. Et ça, Euh, ça se passe. ça se Voilà. passe en ce moment, ça, c'est big, le Ouais. true crime. Et vous allez sûrement comprendre certaines origines de certains monstres qu'on a déjà couverts. Mm-hmm. Voilà. Alors, Sabrina, je te souhaite à la prochaine pleine lune. Merci. Et à la prochaine. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On fait ça pour le plaisir, mais on est toujours content de voir vos réactions. Alors, on se dit à la prochaine pleine lune.